Ben justement, je vais vous montrer comment, du côté de Fox News, on était vraiment en colère hier avec cette décision. D'ailleurs, il y a le terme, on en reparlera, de divorce qui est mis en avant en ce moment, de divorce entre l'administration Trump et Fox News, en se disant que finalement on en a de moins en moins besoin. Hein. À terme, on veut être indépendant de Fox News, ce qui crée de véritables tensions. Et donc, on va aller justement sur un des moments où vous avez sur Fox News un sénateur républicain qui essaie de venir utiliser, recycler les éléments de langage. Un des éléments de langage, c'est de dire, mais nous, on n'envoie aucun dollar on envoie 0 dollar à l'Iran, contrairement évidemment à Obama. Et donc, évidemment, dans la réalité, on sait que c'est une excuse de façade, c'est une technicalité. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a permis à ce fonds d'investissement d'être créé, cette espèce de plan Marshall pour l'Iran, plan Marshall pour reconstruire l'Iran qui a été détruit par Donald Trump. Je suis assez persuadé, c'est un sujet, je vais être extrêmement vigilant là-dessus, qu'à terme, peut-être ça sera dans 1 an, 2 ans ou 5 ans ou 10 ans, je n'en sais rien, on découvrira que les entreprises qui ont été sélectionnées pour ce fonds d'investissement de au moins 300 milliards de dollars, certaines ont des connexions avec Trump, certaines ont des connexions avec Kushner, certaines ont des connexions avec Witkoff. Donc, qu'en plus de ça, hein, c'est ce qu'on appelle le double dipping ici, qu'en plus de ça, Donald Trump va s'enrichir sur ces décisions. J'en suis persuadé. Peut-être je me trompe, peut-être vous pouvez me dire que je suis un théoricien de la conspiration, du complot, mais je ne vois pas comment il pourrait dire non, non, je vais passer à côté de ce marché-là. Mais au-delà de ça, vous le savez, il y a le fait qu'il y a des centaines de milliards de dollars. Lorsqu'on a demandé aujourd'hui à J.D. Vance le chiffre, il n'a pas voulu donner de chiffre. Il a dit « Ah, je crois que c'est au nord de 200 milliards de dollars ». Ce qui veut dire c'est au-dessus de 200 milliards de dollars. D'après certaines sources, ça serait plutôt proche du demi-milliard de dollars que les 200 milliards. Dans tous les cas, c'est une somme énorme que les Iraniens vont pouvoir recevoir dès aujourd'hui, en fait, vu que l'accord a été signé hier par les deux parties. Et puis l'autre chose, c'est de permettre la levée des sanctions, qui va permettre à l'Iran, hein, qui est le pays avec les plus grandes réserves pétrolières, de pouvoir vendre librement son pétrole sans s'embêter à faire ce que on avait des flottes fantômes pour essayer d'échapper au contrôle. Et ça, c'est non seulement, et ça a été très très peu évoqué, c'est que on revient sur des sanctions qui, certaines, datent de la chute du régime, l'arrivée au pouvoir, la prise de pouvoir, excusez-moi, du régime, iranien. Donc certaines sanctions qui datent de 47 ans, d'autres qui ont été prises justement après les attaques terroristes, etc., etc. Toutes ces sanctions sont levées par l'administration Trump. Et donc, on va voir sur Fox News, lorsque vous avez le sénateur Hawley, qui est donc un sénateur républicain, qui essaye de venir dire, voilà, vous inquiétez pas, on n'envoie pas d'argent. Même le journaliste de Fox News le corrige en disant, non, mais il faut arrêter. En levant ces sanctions, on va faire gagner des milliards de dollars. Petite parenthèse, vous allez voir qu'à un moment, il va lister les ennemis de l'Amérique et qu'il a failli dire la Russie et qu'il se rattrape, il se rattrape au vol. Vraiment. Intéressant. A declaration that we And it remains to be seen whether we will actually give them any money. I thought I heard the president say earlier today, we're not going to give them a dime. I certainly don't think that we should. And I bet President Trump and the vice president, as he continues these negotiations, will hold that line. But, Senator, they are allowed to sell oil, and they have more oil than just about everyone, including Iraq. And that'll be the first time in decades they're able to sell oil on the open market. They're usually using ghost fleets and rusted out tankers to deliver it to our let's say, our rivals like China and China. Your thoughts about the fact that they're
everyone agrees they're allowed to resume oil and petroleum sales. I thought your last guest, I thought the ambassador had a good point there about potentially using escrow accounts, ways to track to see, first of all, if they're living up to their other obligations under the memorandum before we release any of that sales, before we allow them to get their hands on the money, and then using accounts that will allow us to ensure that they're not spending that money on terrorist activities, on nuclear enrichment, and so forth. Donc on voit, il dit non mais... Dark Days à Fox. Exactement, il dit non mais on sait très bien que là ils vont pouvoir vendre librement leur pétrole à nos rivaux, la Chine et la Chine. C'était pas mal, mais bon, au-delà de ça, c'est pour vous montrer le ton. Le ton aussi, c'est lorsque on a par exemple Jessica Tarloff, on est toujours, alors elle évidemment est la voix des démocrates, la seule sur Fox News, mais elle fait le tour justement des points qui ont été mis en disant non, c'est pas, c'est parce que vous allez voir, la journaliste de Fox News dit ouais, les réactions sont assez mitigées, et donc corriger en direct sur Fox News, dit non, c'est pas mitigé, c'est terrible, et elle va citer des analyses de républicains sur Fox News pour vous montrer comment c'est terrible. And it remains to be seen what They might look 60 years ahead or something like that. As I said, mixed reception. What are your thoughts? I think it's not even really mixed. It's just pretty negative, seemingly. Jesse hasn't gone yet. I think Jesse's even going to have to be a little more reasonable and maybe take back me? No. calling me Tehran Tarlov for talking about what was in this MOU that actually is exactly what was in this MOU. Ben Shapiro on with Martha a little while ago. This MOU appears to be a disaster that does not achieve any of the signal goals that were set by the administration. In my opinion, the VP, the chief negotiator, has not well served the president. Bill Cassidy, the worst foreign policy blunder in decades. You say Trump joking, I'm going to blame this on JD. I think it's a loaded joke, right? Like that he's going to end up the fall guy. And I hope that he heard you yesterday when you said, don't take that picture standing next to a terrorist. Because I don't think they are taking my advice. Well, you would be well served to take Dana's advice. Trump. Voilà, donc c'est assez intéressant parce qu'elle dit non, c'est un véritable désastre. Elle lit les déclarations. C'est fort de le faire ça à la place de dire que c'est elle qui dit c'est mauvais, de dire regarde, c'est Shapiro qui vous dit ça. Exactement, ce sont des républicains. Dans les réactions de républicains, et ça va être important pour notre conversation tout à l'heure, j'avais oublié Thomas Massie. Évidemment, j'aurais pu vous montrer Marjorie Taylor Greene, mais regardez, on a ce tweet de Thomas Massie qui nous explique que c'est 300 millions, c'est 5 fois plus que ce que le Congrès dépense pour l'infrastructure aux États-Unis, pour les routes et les ponts de manière annuelle. Et puis cette phrase, je suis épuisé de gagner. J'en peux plus. C'est ce que Trump disait. I'm tired of winning. Épuisé. On est arrivé. Sir, please, no more. No more winning. On en est là. On est arrivé. On en est là. Ouais. On en est là. Et vous avez même... Et il intervient rarement sur les médias. Alors, est-ce qu'il a des intentions d'être candidat aussi en 2028 ? On sait qu'il avait tenté un moment, pas très longtemps, du côté des primaires, ça n'avait pas été un gros succès. C'est Mike Pence, l'ancien vice-président de Donald Trump, quand on lui dit est-ce que Mike Pence, vous allez voir en tout début, on va juste écouter le début, Mike Pence, est-ce que vous pensez que c'est une erreur ? Il dit non, c'est pas une erreur, c'est une très grosse erreur. Vas-y Thomas. They might look 60 years ahead or something like that. Against them. So, I mean, pretty bluntly, it sounds like you think, from what we know so far, this is a mistake by the Trump administration. Well, it's much bigger than a mistake. I mean, when the president took that historic step to strike those nuclear facilities last year, this is the first time in 47 years that an American president had taken the fight directly to the mullahs in Tehran. Voilà, pour la petite info, la décision de Trump d'avoir attaqué l'Iran avait été soutenue par Mike Pence. C'est la première fois
depuis où on avait tenté de le pendre. Non, mais c'est ça. Comment tu veux qu'on le dise autrement? C'est la première fois que Mike Pence est dans la position de tenter de dire je vais dire quelque chose de positif sur Donald Trump. Et donc vous voyez où il en est passé. Et on a parlé des élus républicains, mais regardez au niveau des influenceurs MAGA. C'était encore pire. Hein, si tu peux nous montrer, Thomas, vas-y celui-là par exemple, sur le fait que, regardez comment on estimait, This is an American Surrender. Donc Eric Erickson, je vous montrais très souvent, il a une émission de radio quotidienne qui est extrêmement populaire dans le monde conservateur et entre autres tout ce qui est la droite religieuse. Le terme d'ailleurs de This is an American Surrender, le terme de capitulation a été utilisé. Regardez cet autre titre en nous expliquant que c'est un total surrender. Les républicains au Congrès ne peuvent pas croire que l'administration Trump a accepté ce deal. Et c'est un contraste, soyons clairs. Retournons le 6 mars. Le 6 mars dernier sur Truth Social est repris par la Maison-Blanche. Et évidemment, c'est des genres de documents qu'il faut quand même ressortir. C'est le moment en disant, voilà, il n'y aura, c'était Donald Trump, il n'y aura aucun deal avec les Iraniens, sauf une capitulation sans condition. Non. Total. Ouais, voilà. Quand on lit, et aussi l'autre phrase aussi en disant que l'Iran aura un futur incroyable et qu'on va make Iran great again, c'est pas un mensonge. Le petit problème, c'est que la phrase aurait dû être il n'y aura pas de deal sauf si c'est l'Iran qui se rend de cette manière-là. Pas les États-Unis. Non, c'est certain. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien de revisiter ce genre de documents. D'ailleurs, c'est ce que commence à faire, et c'est intéressant, lorsque tout à l'heure on vous parlait du côté lame duck de Donald Trump et le fait qu'on a de moins en moins peur de Donald Trump, c'est aussi ce que commencent à faire les médias avec des comparaisons de déclarations avant-après. Et vous allez voir, ça fait mal. On va regarder ce premier extrait. Vas-y, Thomas. Anytime, anywhere, we should be able to call. Anytime, anywhere. We have to be able to go in and inspect. And if you don't have that, you have nothing, because you know the Iranians are going to cheat. Any place, anywhere, anytime, U.S. inspectors? That's part of the deal? Yeah, that's absolutely something that we are negotiating over. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. You're saying they have 22% of their missiles left? Correct, yes. Okay. It's one thing for the Iranians to say that they're not going to have a nuclear weapon. It's another thing for us to put in place the mechanism to ensure that's not going to happen. Part of that is, of course, to ensure that they don't have the ability to enrich uranium. They're agreeing never to enrich. They're agreeing right now to eliminate the enriched stockpile, and if they don't get to a point where they agree to stop enriching, then they don't get the other benefits of the bargain. And they keep their highly enriched uranium? No, we'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. You could make the case, why are you even bothering? Because it's not really valuable. It's, it's probably $500,000 worth. It's not very valuable stuff, but I think psychologically we want to get it. Ouais, ils sont super ce genre de comparatifs. Surtout quand on est à quelques mois, des fois, quelques semaines. Quelques jours. Quelques minutes. Quelques jours de déclaration. Non, ils n'auront le nucléaire, c'est terminé. Non, mais à quoi ça sert d'aller récupérer? Est-ce que ça vaut vraiment ça? Ça coûte pas vraiment cher, en fait. Comme si on jugeait sur la valeur le nucléaire sur la valeur financière des ça vaut qu'un demi-million. Ça vaut qu'un demi-million, ça vaut rien. Et une des questions qui a été mise en avant, parce que c'est vraiment un des points les plus difficiles aujourd'hui du côté de l'administration Trump à justifier, c'est tout ce qui est lié
aux missiles balistiques. On se rappelle hier de la déclaration de Donald Trump en expliquant que en fait il ne pouvait pas contraindre l'Iran à avoir si l'Arabie Saoudite avait des missiles balistiques, pourquoi pas l'Iran. Il a rajouté donc on avait vu ça, c'était hier au G7, mais sur l'aéroport en arrivant ou en partant pour Paris, il nous a remis une couche là-dessus. Vas-y Thomas. See how it all goes. I think it's going to go well, but we'll see. So I will see you guys at Versailles. Can I follow up quickly on something you said in the press conference? You said you don't mind Iran having ballistic missiles. Can you elaborate on that? I want to make sure we understand your position. No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean. Bon voilà, on est arrivé à ce point où Donald Trump est en train de devenir le porte-parole de l'Iran en disant c'est unfair, c'est injuste. Les autres, ils ont des missiles, ce serait quand même juste de l'en donner quelques-uns à l'Iran. Ils peuvent en avoir un peu, on ne sait pas combien, mais ils peuvent en avoir un peu. Et justement, Thomas, je dois l'avoir regardé. Parce qu'évidemment, je suis allé rechercher la chose. Regardez ce mail, ce tweet, excusez-moi, de Rapid Response 47, qui est le compte officiel de la Maison-Blanche, en disant, ben voilà, soyons clairs, au début de l'opération Epic Fury, le président des États-Unis a mis très clairement les objectifs, parce que c'est justement on reprochait, y compris du côté des élus, qu'il n'y avait pas vraiment d'objectif. Non, vous avez rien compris, c'est très clair. Numéro 1. Premier objectif, détruire les missiles balistiques et raser en totalité l'industrie du missile. Donc voilà. Numéro 1, ça. Ça, c'était il y a 2 mois. C'était le sujet numéro 1. Et justement, en termes de montage, on va avoir un deuxième uniquement sur ce sujet-là, qui a été fait par CNN sur ces missiles balistiques, où vous allez, c'est le premier, merci, vous allez justement entendre les différentes positions de Donald Trump et certaines complètement récentes. Vas-y, Thomas. Paying the cost right now. So, one of the things, Keon, that we've talked about with you is the ballistic missile component of this. And I just want to play what the administration had been saying about ballistic missiles and what they're saying now. Listen. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. We're going to destroy their Navy, we're going to destroy their Air Force, and we are going to significantly destroy their missile launchers so they can never hide behind these things to get a nuclear weapon. This operation is a clear, devastating, decisive mission. Destroy the missile threat, destroy the Navy, no nukes. Well, what am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles, but they can't have them? Yes, sir. It doesn't work that way, you know? It doesn't work that way. And missiles aren't the problem. Missiles they hurt a little location, but they don't blow up the planet. I mean, what can I tell you? It's look. I mean, planning and look, knowing to do what I think to do the right thing is one thing, but knowing how to do it right is a different thing. That's very true. And you know, and I'm in the position that it was. You know, maybe it wasn't the right time to do it, but at some point I felt that the war was inevitable. And I think this is kicking down the can down the road, this agreement. How has Trump, I mean, the whole rationale. Ouais, lorsque vous êtes dans le moment et que vous êtes là sur le plateau pour défendre Donald Trump et que vous n'arrivez plus à dire quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a à dire quand vous passez ça? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et vous avez le chroniqueur à côté, là, qui est le dernier regard à la fin, lorsque, regardez, ça pourrait être un gif
lorsqu'il se tourne vers la présentatrice. Je sais pas les noms, c'est une émission que je déteste. Regardez ce tours de table petit... sont toujours terribles. De quoi? Regardez le qui regarde, genre, ouais, ok. Regardez, ouais, on a compris. Le gars n'arrive pas parce que vous avez cette accumulation de moments importants. Trump devant le Congrès, discours du State of the Union, vous avez Marc Rubio, vous avez Pete Hegseth qui nous explique pourquoi c'est essentiel de détruire ces missiles qui, à terme, pourront venir frapper les États-Unis. Hein, c'est ce qui justifiait cette intervention. Et là, on en est à dire que bon, c'est pas très grave. Donc, résultat, du côté des pays du Golfe, on n'est absolument pas content avec ce deal. On va voir cet article du New York Times qui nous dit qu'on est frustré par l'échec justement sur cette question des missiles parce qu'eux sont en première ligne. On a vu les dégâts et entre autres sur une partie de leur économie. Et regardez, on en est à se dire regardez cette phrase, elle est terrible. Ils s'attendaient à rien, mais on est quand même déçus. Cette phrase est folle, de dire voilà, on avait bien compris ce qui était en train de se passer avec Donald Trump, qu'il allait sortir de cette guerre pour sauver son avenir politique, sauver sa peau. Donc, on n'avait vraiment aucune attente. Mais bon, c'est encore pire que ça. C'est assez exceptionnel de lire. C'est là que vous voyez la chute de l'Empire américain, quoi. C'est vraiment troublant. Regardez, et donc maintenant, c'est de se dire, mais du coup, et ça, c'est un véritable problème. Là, on sourit, mais le véritable problème, c'est de se dire, est-ce que les États-Unis sont l'allié que l'on pensait que c'était depuis des décennies? Est-ce que pour nous défendre, on doit aller explorer ailleurs? Donc on voit déjà qu'on va du côté de l'Ukraine et de la Corée du Sud pour acheter des manières de se défendre contre les drones. Mais au-delà de ça, il y a une véritable question. On a besoin d'être rassuré par les Américains parce que ça a plu. On sait que ça va prendre peut-être 10 ou 20 ans, mais que c'est peut-être le signal pour se dire il faut se débarrasser des États-Unis. Et donc, c'est encore un résultat de ce fiasco, c'est qu'il y a une probabilité que les Américains perdent de leur influence dans cette zone-là. Ouais, non, c'est fou de penser aux conséquences, on en avait parlé un peu hier, autour du monde, à l'avenir. Là, évidemment, il y a les conséquences immédiates, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que dans le chat hier, on parlait de, OK, la Chine pense quoi de tout ça? La Russie pense quoi de tout ça? Comment est-ce que la planète... C'est un allié, c'est pas pareil. On a hésité un peu sur Fox. Comment est-ce que le reste de la planète va maintenant réagir? C'est quoi maintenant cette nouvelle génération de lois internationales? Ouais, et donc ça place Donald Trump dans une position d'humiliation, ce qui était le titre d'hier et qui, je vous ai dit, refonctionnait aujourd'hui. Il y a quand même des messages complètement fous d'influenceurs MAGA, de responsables de PAC, qui ce matin disant regardez comme moi j'aime bien voir le réveil de ces gens-là. On va voir jusqu'où ira le réveil de ces gens-là, en me disant j'y crois pas, quoi. J'ai voté 3 fois pour ce clown pathétique. C'est une honte. On voit que s'il avait une casquette, elle aurait terminé comment? Brûlée. Je me souviens, il y avait l'époque où les gens disaient « Mais j'ai pas voté pour ça, moi !» C'est pas nécessairement lié à l'Iran, mais à d'autres sujets. Et maintenant, c'est ce truc de dire « J'ai pas voté » jusqu'à « Mais pourquoi est-ce que j'ai voté ?» Et c'est ça ce qui est important. C'est pas juste dire « J'ai fait une erreur ». Avec mon vote, je n'avais pas voté pour ça, mais c'est-à-dire ok, j'ai fait cette erreur avec le vote et je ne vais pas le reproduire. Je ne vais pas la reproduire, cette faute, en espérant que soit ils ne vont pas aller voter en 2026 ou ils vont aller voter pour un candidat indépendant ou démocrate. Exactement. Et d'ailleurs, le message d'Eliane, c'est exactement ça. Merci Eliane de ton retour. Le roi est nu et maintenant tout le monde le voit. Oui. C'est vraiment tout le monde le voit. Désolé pour l'image, mais c'est vraiment ça. Là, vous voyez les alliés, alliés du gouvernement. En fait, tout le monde, c'est pas certain parce que je vous ai montré beaucoup d'extraits de Fox News qui attaquaient Donald Trump. Il y a une autre version dans un monde parallèle de Fox Business, on va voir, où on va nous expliquer que, en fait, le grand perdant, c'est l'Iran qui est à genoux.
Donc, écoutez cette vidéo. Je vous en parle après parce qu'elle est folle. Vas-y, Thomas. We're paying the cost right now. You know, they'll never admit it, Senator, but we have Iran on its knees. You know, between Operation Fury and between economic fury, epic fury and economic fury, the military side and the economic and financial side, that country has lost its capabilities. They are not the bully they once was. They don't have the capabilities. They're on their knees. They'll never admit it, but we hold the cards, don't we, sir? We absolutely do. He's significantly degraded their military, their political leadership, their Navy specifically, other key points of infrastructure. And as a result of that, they are negotiating from a position of relative weakness while we're in a position of relative strength. So, again, I applaud him for doing this and for putting America first. Yes, sir. Senator Mike Lee, great state of Utah. Thank you, sir. We really... Ouais, donc c'est Larry Kudlow. De pro. Non, mais ce qui est fou dans cette vidéo, c'est que le présentateur de Fox Business est encore plus républicain, plus pro-Trump que Mike Lee, élu de Utah, si je me rappelle bien, qui est un des plus pro-Trump de pro-Trump. Oui, Cody. C'est fou, on est dans le moment où il y a tous les médias sont préoccupés par la défaite de Trump. Tout? Non. Un média peuplé d'experts de pipeau résiste encore et toujours à la vérité. Bon, merci, bravo monsieur Cody. Tu sais quoi, on t'envoie des stickers. On va t'envoyer, tiens, regarde, attends, tiens, celui-là. Bravo. Allez, ah voilà, il est magnifique. Il est magnifique. Merci. Celui-là, il est magnifique. Donc non, voilà. Donc voilà, oui, tout le monde le voit, sauf compris, Larry Kudlow. Qui a des problèmes de vue. Il a des problèmes de vue, des problèmes d'entendu surtout, apparemment. Mais bon, du coup, Donald Trump réagit comment par rapport à ça? Donald Trump réagit sur Truth Social. D'abord, de manière classique, le message triomphant, tout va bien. Le pétrole est en train, le cours du pétrole, le débit du pétrole est florissant. L'Iran n'aura jamais d'armes nucléaires. On se demande d'où il a tiré ses conclusions en lisant ce document. Mais ce matin, J.D. Vance, qui était à la Maison-Blanche, a expliqué que les mots n'avaient pas d'importance. Arrêtez de vous concentrer sur ce document. Regardez ailleurs, parce qu'en fait, les mots, vous savez, mesdames, messieurs... C'est quoi un document signé? Les mots, c'est que des mots. C'est qu'un document signé. Ça veut dire quoi, un deal? Le stock market, la bourse va très bien. Le pays est fort. Donc voilà, on est respecté comme jamais avant. On s'en est rendu compte. You're welcome. De rien. Les copains, mais il est plus, aussi... on doit dire merci. Et oui, évidemment. Il est passé aussi en mode attaque. On va le voir avec ce message-là où il attaque justement tous ces républicains qu'on va voir en disant que ces idiots, these fools, qui pensent que je n'ai pas été assez dur avec l'Iran. Regardez le prix de la bourse, regardez le prix de tout. Ce sont des personnes qui sont des jaloux, des mauvais et des stupides. Donc ça, c'est son message. Et le problème de Trump, c'est que tout ça, ces messages-là, lorsqu'on a vu le terme de total surrender qui a été utilisé, y compris dans son camp, c'est que ça va dans le sens contraire de la projection de l'image de Trump de force. Et sais-tu, Cody, comment lorsqu'on est Donald Trump et qu'on t'accuse d'être une petite faible, comment on montre le contraire? On insulte la journaliste en la traitant de moche ou quelque chose comme ça? Ouais. Oui, ça c'est normal. Mais il y a une nouvelle manière de le faire. C'est que on va publier sur son Truth Social un document écrit par un historien, apparemment, je ne le connaissais pas, américain, pro-Trump, qui compare Donald Trump à Genghis Khan. Et Donald Trump approuve. Donc, on va voir d'abord le titre juste à côté, Thomas. Là, voilà, regardez. C'est pas des blagues. Donald Trump compare lui-même à Genghis Khan. L'article est pire que ça parce que l'article fait le point avec d'autres dictateurs et cite Genghis Khan, Alexandre le Grand, Adolf Hitler. Mais on est vraiment dans le Onion. Non, mais regardez. Sounds good to me.
On me compare à Genghis Khan qui Attila et compagnie. Ouais, c'est à peu près ça. C'est histoire de montrer que j'ai... Regardez ça, c'est Alexander the Great, le César, Genghis Khan, Attila the Hutt, Hitler, Mao et Staline, les trois derniers. Mettez-moi sur cette liste, s'il vous plaît. Moi, je suis impatient pour avoir la vidéo en intelligence artificielle de lui, en faisant partie du Golden Horde sur son cheval en train d'envahir, pas la Russie, même si les Mongols l'ont fait, mais je ne sais pas, de l'avoir en mode Genghis Khan. On en est où là, les gars? On en est là. Et ouais, non, je sais. Moi, quand j'ai vu passer le truc, je me suis dit c'est faux. Non, je suis allé les récupérer moi-même. Dans la réalité, Eliane nous le disait tout à l'heure, l'empereur est nu, il est seul. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais sélectionné. Je trouvais que cette photo, évidemment, c'est un instantané, mais elle est tellement malheureusement symbolique de Donald Trump. C'était à Évian, sommet du G7, et vous voyez que c'est juste après une photo, la photo de groupe, la photo posée officielle. Lorsque le groupe se défait, tout le monde se parle, s'embrasse, se salue, se prend dans les bras, sauf lui. Il n'y a personne qui vient vers lui. Mais c'est pas grave, il a dit que c'était lui le boss à un moment. Les États-Unis isolés. Alors c'est possible, petite parenthèse, il y a un article très sérieux aujourd'hui dans le Wall Street Journal, c'est peut-être à cause d'une odeur corporelle. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ce qui s'est fait dans la... Non, c'est pas ça, c'est que sous les conseils... Non mais je n'ose même pas dire ça. Sur les conseils, c'est pas un mauvais aliment, sur les conseils de RFK Jr., la Maison-Blanche, le cabinet Trump, c'est le cas de le dire, s'est mis à surconsommer de la choucroute et autres légumes fermentés. Et d'après le Wall Street Journal, sérieux, il y a une odeur en permanence extrêmement étrange qui s'échappe du cabinet de la maison, du White House Cabinet. Non, t'es pas obligé de commenter, Thomas. T'es pas obligé de commenter. C'est une parenthèse qui passait comme le vent. On va aller sur notre sujet. On va faire une petite pause même. Tout de suite.